L'histoire de l'épargne. L'histoire de l'épargne, quand on entend « il faut flécher l'épargne privée », vous vous demandez, Isabelle Couppé-Sobéran, ce que veut dire cette phrase. On entend ça tout le temps, au niveau français, au niveau européen. Éric Lombard, dans la Tribune dimanche, dit qu'il faut un nouveau produit d'épargne européen. Il faut capter l'épargne privée pour éviter qu'une bonne partie n'aille financer des actifs aux États-Unis et notamment de la dette publique américaine. Et donc, il propose un produit investi à 70% en actions, bloqué pendant 5 ans. Moi, j'ai l'impression, quand j'entends ça, je ne sais pas si ça existera, j'ai l'impression de comprendre ce que ça veut dire. De comprendre ce que ça veut dire, sans savoir ce que ça va donner. Et vous ? Alors, mieux mobiliser l'épargne, effectivement, c'est la formule qu'on entend beaucoup, qu'on a vu dans le rapport L'État, qu'on a vu dans le rapport Draghi. Et c'est une bonne formule, mais c'est une formule un peu creuse, parce qu'en réalité, on pourra fabriquer tous les produits d'épargne fléchés que l'on veut. Si on ne regarde pas ce qui se passe au niveau de l'actif des intermédiaires financiers qui gèrent cette épargne, eh bien, il ne se passera rien. Pourquoi Mais parce que, en fait, il n'y a jamais véritablement, si vous voulez, d'affectation, de correspondance entre les ressources au passif des intermédiaires financiers et leurs activités, leurs actifs à l'actif de leur bilan. Il n'y a pas de principe d'affectation. Vous ne savez jamais si les ressources au passif ont permis de financer du vert ou du brun, si vous avez au bilan du vert ou du brun. Là, on parle de financement d'activités productives en Europe. Mais même, c'est la même chose, si vous voulez. Sans distinguer brun et vert. Si vous avez, d'accord, au bilan d'un intermédiaire financier, eh bien, des actions qui ont été achetées sur le marché primaire et qui ont contribué au financement de l'entreprise émettrice. Et puis, d'autres titres qui ont été achetés sur le marché secondaire, qui financent pas beaucoup, qui financent pas beaucoup l'investissement. En fait, du côté du passif, eh bien, vous ne saurez jamais quel est l'élément de passif qui a financé, ce qui a contribué à l'investissement et quel est l'élément qui a contribué à ce qui ne participe pas à l'investissement. Ce que vous m'expliquez, c'est que la traçabilité est impossible. C'est ça que je comprends dans ce que vous me dites. Bien sûr, il y a une fongibilité et il n'y a pas... Il y a de la fongibilité. Il n'y a pas d'affectation. Bon, je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais il y a une petite parabole, sinon que les auditeurs, si ça les intéresse, aillent voir la chronique. Je reprends une petite parabole pour faire comprendre ce principe de non-affectation des ressources. Et il y a un article hyper intéressant qui est paru il y a quelques semaines de Julien Lefournier sur le site Bon Pote, où il explique ça de manière excellente, vraiment d'une manière très très claire. Il explique bien, si vous voulez, qu'il n'y a jamais en fait d'affectation possible, de correspondance possible entre le passif et l'actif d'un intermédiaire financier. Mais excusez-moi, j'ai envie de dire heureusement, là, enfin moi je suis en train de André Lecoq-Pietri. Je rappelle le Gosplan en Union soviétique, faites-moi 3 tonnes de vis et on sortait une vis qui pesait 3 tonnes. Enfin, heureusement qu'on n'affecte pas. Je veux dire, aujourd'hui, à nouveau, on est dans un monde de grands paris. Si on ne commence pas à libérer les moyens d'investir, si on commence à vouloir tracer du haut de son bureau à Bercy ou au Berlaymont, là où il y a la Commission européenne, où doit aller cet argent, mais il est évident, aujourd'hui, l'expertise, malheureusement, elle n'est plus dans les États. Alors, si vous voulez... Laissez-le. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut libérer les vannes de l'investissement parce qu'une partie au moins ira dans cet investissement pour la transition écologique que moi je suis le premier à appeler de mes voeux. Mais si on commence à restreindre, vous savez ce qui va se passer, exactement ce qui s'est passé. Là, il y a une démonstration pendant l'administration Biden où l'Inflation Reduction Act a agi comme une espèce d'aspirateur à investissement. Et si on continue comme ça, tous les entrepreneurs européens vont investir ailleurs. Ça a surtout permis de commencer à réindustrialiser les États-Unis. Absolument. C'est ce qu'il faut qu'on fasse aussi. Mais ça, c'est bien une réglementation, vous voyez ? Non, c'est pas une réglementation, ça a été une simplification. C'est juste une subvention. Oui, une grosse subvention. Une grosse politique budgétaire. C'était pas du tout lié à la réduction de l'inflation, c'était un énorme aspirateur à investissement. Alors, pour revenir sur... On a baissé le coût du capital. Voilà. Mais on a baissé le coût du capital. Mais on ne disait pas dans quel secteur il fallait que ça... Pour revenir sur cette phrase qu'on entend et qui, effectivement, mérite d'être un petit peu nourrie, flécher l'épargne. Vous y croyez, vous, à l'idée qu'on va créer encore un produit, et cette fois-ci un produit à dimension européenne, aussi, mais qu'en plus d'avoir créé ce produit, il faudrait, si j'écoute ce que me dit Isabelle, réussir à
corseter totalement, en fait, les directions prises par les investisseurs. Créer un PEA européen ou un produit, ça c'est n'importe quoi. C'est bien, bon, ça fait plaisir à tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est créer un marché européen. C'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut un Nasdaq européen. Il faut avoir un marché qui soit profond. Il faut avoir des marchés financiers qui soient unifiés au niveau européen, qui aient la même réglementation. Alors, je ne parle pas de supprimer toute réglementation, mais au moins une réglementation unifiée, simplifiée, avec une seule personne en face, un seul régulateur en face, et qu'on ait des marchés profonds, liquides. Ça, c'est un point important. Pourquoi les gens vont encore acheter des obligations d'État américaines? Parce que c'est un marché qui est liquide, qui est profond. Et vous savez que vous pouvez y déposer votre épargne et que vous pouvez le retirer facilement. Avec l'OAT, ça marche aussi. Voilà. François est en train de dire quelque chose d'important. C'est-à-dire que si on veut faire, en effet, cette union des marchés de capitaux, il faut un eurobond. Si on n'a pas d'eurobond, c'est un peu ça l'idée. Je sais pas, mais laissez-le continuer. Si on n'a pas d'emprunt souverain commun européen, on n'y arrivera pas. Bon, continuez. Oui, ça peut passer, mais surtout ce qu'il faut, c'est surtout des marchés unifiés. Et ça, c'est clair que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Vous avez différentes places de traitement, vous n'avez pas du tout les mêmes liquidités, et vous avez un vrai problème aujourd'hui. Donc déjà, faisons ça, faisons une réglementation européenne unique, avançons là-dessus, mettons plutôt nos efforts là-dessus pour faire une règle du jeu au niveau européen, et puis permettons plutôt de pouvoir accueillir l'épargne des Européens. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça ne se décrète pas. Voilà, ça ne se décrète pas. Vous n'avez pas forcé les Européens à venir prêter aux entreprises européennes. Il faut juste leur donner un support pour. Moi, je suis plus séduit par l'incitation qu'un produit. Ça m'étonne. C'est pas un produit qui va tout changer, mais c'est une place de marché et un marché européen qui changera tout. André, je vous prends juste un exemple, l'appauvrissement des cotes européennes. Regardez aujourd'hui, regardez nos indices européens, regardez l'appauvrissement aujourd'hui que l'on a. On a aujourd'hui un CAC 40 qui est totalement dépendant du secteur du luxe. Donc quand vous avez le secteur du luxe qui sous-performe, vous avez le CAC 40 qui sous-performe. Est-ce que vous croyez que si on avait un indice bien diversifié, ça se passerait comme ça? Donc il y a un vrai problème aujourd'hui pour accueillir l'épargne. La Commission européenne a tout fait pour qu'on crée des ETF. Ils ont voulu véritablement mettre des bâtons dans les roues à tout ce qui est gestion active, en développant une gestion passive low cost, c'est ce qu'ils voulaient au niveau de l'Europe quand ils ont fait MIFID, et derrière on se retrouve avec des indices trop pauvres qui ne sont pas suffisamment diversifiés parce qu'on manque de grands champions européens. Donc il y a quand même un vrai problème. Donc arrêtons, si on veut que l'épargne en Europe reste en Europe, faisons un marché qui soit efficient, efficace, et là on pourra véritablement accueillir, et c'est pas en faisant un produit d'épargne que vous allez tout résoudre tous les problèmes. On est d'accord sur un point, au moins, c'est que l'épargne fléchée, finalement, ça n'existe pas. Ça ne se décrète pas. Ça ne veut rien dire. Il faut donner les conditions pour inciter les gens après à investir leur épargne. Accueillir, c'est joli ça. Et préoccupons-nous du modèle d'activité des des financiers, des banques, des assurances. Puisqu'on parle d'histoire, je rappelle ce qui s'est passé aux États-Unis en 1979, où les fonds de pension de retraite des employés, on ne parlait pas avaient décidé tout simplement de changer la règle du prudent man, comme ils disent, et de dire finalement le capital risque et le non coté n'est pas aussi risqué que ça, et vous pouvez aller jusqu'à 10% de votre actif là-dessus. Donc c'est passé de 0 à 10%, et aujourd'hui on a un marché extrêmement profond. Donc à nouveau, ça n'a pas été corseté, ça a juste été de dire finalement nous on estime que cette classe d'actifs n'est pas aussi risquée. Donc c'est très bien ce que dit M. Lombard, mais donc dans ce cas-là, il faudrait arrêter en permanence, quand on augmente ou on diminue le taux du livret A, de considérer que c'est ça la grande annonce. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? En fait, il incite les gens à investir dans un produit qui a zéro rentabilité et qui, très franchement, aujourd'hui, ne sert pas l'économie. Elle sert peut-être le logement social. Et si on poursuit un petit peu l'histoire, les années 80, c'est quand même des années de dérégulation financière qui, précisément, ont conduit à pas mal d'instabilité financière avec un paroxysme en 2007-2008. Oui, mais qui c'est qui a perdu en 2007-2008 ? C'est pas les États-Unis qui ont perdu. Les États-Unis s'en sont redressés à nouveau. 30% de PIB par habitant en plus. Pourquoi ils se sont redressés? Parce qu'ils ont été plus rapides. Ils ont activé tous les leviers de la politique économique, politique budgétaire, politique monétaire. On est en train de réécrire l'histoire. Je rappelle que le plan Juncker, qui était censé compenser la crise financière, le dernier euro qu'on a investi du plan Juncker, c'était en 2016. Aujourd'hui, le problème qu'on a en Europe, c'est effectivement qu'on n'a pas beaucoup de compétences stratégiques. Et deuxième chose, qu'on est très lent dans la mise en œuvre. Je rappelle que sur le Next Generation Europe, 2020, vous parliez de la pandémie, on n'a investi que 50% de cet argent 5 ans après.
C'est scandaleux, quoi. On termine avec un sujet bien franco-français. J'adore quand un homme politique promet des hausses de salaire. Hausse d'impôt, il sait faire. Hausse de salaire, en théorie, il l'a pas dans ses mains. Il s'appelle Gabriel Attal et il nous explique dans Les Échos qu'il va monter les salaires de 40 milliards d'euros. Donc, il s'agit de rapprocher le brut du net en libérant la partie cotisation salariale de la cotisation vieillesse. C'est la plus élevée, la cotisation vieillesse. Quand vous avez 100 euros de salaire brut, vous donnez 28 euros pour la vieillesse dans le système par répartition. Vous n'aimez pas les hommes politiques qui proposent des hausses de salaire? Qu'est-ce qu'il y a un avis là-dessus? C'est bon, ça? J'ai rien contre comment il le finance. Il dit pas. Et après, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que s'il le finance par l'impôt, on pourrait imaginer qu'on le finance par la TVA, on est d'accord. Voilà, mais après, c'est un vrai problème, c'est un vrai débat de société. Est-ce que c'est ceux qui travaillent qui doivent financer les retraites, ou alors est-ce qu'on met une solidarité nationale et que c'est financé par l'impôt? Mais attention, alors dans ce cas-là, on change de modèle de financement des retraites. Hein. Derrière ça, c'est ça. C'est ça qui est derrière. Alors, voilà. Alors donc c'est un choix. Hein. Est-ce qu'on continue la retraite par répartition ou est-ce qu'on change de modèle de financement? C'est quand même assez fou, hein, ces stratégies d'allègement de cotisations en permanence. C'est en grande partie ça qui a dégradé nos finances publiques. Et là, on en met une grosse couche. Oui, mais là l'idée, c'est de libérer un peu les actifs pour faire peser sur d'autres payeurs. Oui, enfin, à force de vouloir libérer en allégeant les cotisations. C'est pas ensemble. Oui, c'est du bento. Hein. Donc, faut bien comprendre, faut bien dire. En gros, il envoie un message qui est très clair. Les retraités, vous allez payer plus parce que vous paierez plus de TVA. Tout le monde va payer plus de TVA, mais en relatif, vous serez beaucoup plus pénalisés. Et si je dis ça, si on finance par la TVA, hein, et les actifs auront l'impression de gagner plus en travaillant. Ils paieront un peu la TVA, mais ils auront l'impression d'avoir un... Donc, on a pris aux retraités pour donner aux travailleurs, mais in fine, on n'a pas rééquilibré le système. Hein. C'est juste un jeu de bento. Et on dégrade les finances publiques en allégeant les cotisations. Ce qui va vraiment aider... faut arrêter, c'est la croissance économique, c'est les gains de productivité. Donc on retombe sur les vieux débats, hein, mais si vous voulez vraiment avoir un effet économique positif, c'est pas en jouant au bonto. Hein, c'est en augmentant le PIB. C'est en augmentant le PIB. Hein, donc c'est... Voilà. On dégrade les finances publiques. Peut-être changer de boussole aussi, mais bon, c'est une généralité, ça. Isabelle, on fait payer différemment. C'est la thèse d'Antoine Fouché qu'il défend depuis la rentrée de septembre. Quoi. On fait payer. Mais après, c'est pas aux politiques de déterminer quel est votre niveau de rémunération. Hein, ça, c'est quand même pas mal de rappeler. Ce qui détermine votre niveau de rémunération, c'est votre productivité. Oui, certes, mais aujourd'hui, André, le mot de la fin. Mais aujourd'hui, là, la différence la plus importante, là où effectivement productivité et salaire n'est plus du tout lié, c'est sur les bas salaires. Je veux dire, quand on voit l'importance aujourd'hui des charges, d'ailleurs intéressant, l'Allemagne, pour mettre en œuvre la politique de la grande coalition, a décidé d'augmenter massivement son SMIC, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que si on veut véritablement qu'on continue à faire société, c'est ce genre ces bas salaires qu'il faut absolument entraîner. L'Allemagne, c'est un changement de modèle. Hein. Il relance par la demande intérieure, c'est pas du tout lié à un problème de productivité. Promis, on reparlera du salaire minimum allemand. Bon, l'objectif, c'est d'arriver à 60% du salaire médian en Allemagne. Exactement. Alors qu'aujourd'hui en France, notamment avec la prime d'activité, on est nettement au-dessus de 60% du salaire médian. C'est pas les mêmes situations. Bon, merci d'avoir été là. Isabelle Coupet-Soubeyran, André Lezecourt-Pietri et Christian Parizeau. Christian. On se retrouve demain à 9h.